Bonsoir à tous. L'idée de cette session, c'est de parler de la Power Platform. Donc la Power Platform, on va définir un peu ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et on va aussi parler surtout de son intégration avec SharePoint et avec Teams. On va voir que c'est un des gains importants autour de la Power Platform de de la connecter avec l'écosystème Office 365 classique. Et les principaux éléments étant SharePoint et Teams. Donc l'agenda de cette session est assez simple. Tout d'abord, on va rappeler un peu ce que c'est la Power Platform et qu'est-ce qu'il faut, en quoi c'est vraiment ce qu'il faut retenir de fondamental en fait. On va développer un scénario métier typique. Donc je vais décrire en fait une gestion de demande de projet. Ce qui est assez courant en fait. Et on illustrera évidemment dans la démo différents aspects de la Power Platform. On verra comment s'intégrer avec SharePoint et avec Teams. Donc ça sera un peu la synthèse de ce qu'on aura vu dans la démo en termes de possibilités d'intégration entre SharePoint et Teams. Et ensuite, on verra comment aller plus loin. Je ferai un petit aperçu très léger sur le pricing, sachant que je ne suis pas un spécialiste du pricing, la liste de prix, mais c'est indispensable pour comprendre un petit peu les scénarios, ce qui est intégré dans Office 365 par exemple, ou ce qui ne l'est pas. Donc quelques éléments sur moi, Patrick Guimonet, je suis basé à Versailles, près de Versailles, j'aime bien dire que je suis dans la banlieue de la banlieue, au sud de Versailles. Mon rôle au quotidien, c'est d'être architecte de solutions. Donc, j'aide mes clients à construire des solutions autour de la plateforme, à l'aide de la plateforme Office 365 pour résoudre des problèmes métiers et concrets de ces clients. J'adore être conférencier international, organisateur d'événements. Donc, c'est une passion, donc tout va bien. Je suis membre fondateur de la communauté AOS, donc je viens de décrire les différents éléments. Vous pouvez me retrouver par exemple sur Twitter ou sur LinkedIn. N'hésitez pas à me connecter sur ces différents réseaux. Je suis aussi MVP Office 365 depuis presque 10 ans maintenant. Alors, dans les événements en présentiel, j'aime bien demander aux gens de lever les doigts, de lever la main pour savoir qui est du service informatique. Donc là, n'hésitez pas dans le chat à dire si vous êtes plutôt service informatique ou plutôt métier. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur tous ces projets Office 365 et Power Platform, on s'aperçoit que le facteur clé de succès, c'est vraiment l'interaction qu'il peut y avoir entre les métiers et l'informatique. Si vous avez des projets qui sont uniquement gérés par l'informatique, ça va être compliqué parce que l'informatique n'a pas forcément une bonne vision de l'utilisation finale. En fait, pourquoi on met en place un site pour gérer un process métier, etc. L'informatique n'a pas toujours une vision très précise et très claire du besoin final des métiers. Et à contrario, si les métiers essayent de gérer ça, je dirais, dans leur coin, très vite, on s'aperçoit qu'ils vont buter sur des problèmes techniques, des droits qu'ils n'auraient pas, ou des problématiques de connexion vers des systèmes, par exemple, de bases de données, etc. Donc, ce qui est fondamental, vraiment, et j'insiste chaque fois que je rencontre des clients ou que je fais des conférences, c'est vraiment de créer un lien, une discussion, ce que j'appelle une discussion. Des fois, ça peut être un peu tendu, un peu animé dans certaines organisations, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait cet échange qui se crée entre l'informatique et les métiers pour que les besoins des uns et des autres soient bien pris en compte. Et à ce moment-là, et à ce moment-là uniquement, le projet pourra réussir. J'aime bien aussi finir quand je suis à l'international en disant que j'aime la baguette. Ça fait toujours rire. En France, ça fait moins exotique, c'est sûr. Mais ce que j'aime bien, c'est cette citation en fait qui va venir s'afficher, c'est que dire que c'est une des caractéristiques en fait de l'humanité d'être des gens qui mangent, des êtres qui mangent du pain. Et Ulysse l'a dit dans l'Odyssée, nous sommes des mangeurs de pain. En fait, c'est comme ça qu'il se définit face au Cyclope. Il définit l'humanité par un ensemble de gens qui mangent du pain. C'est assez marrant.
Voilà cette introduction. Donc maintenant, connaissez-vous la Power Platform? Une question que j'aime bien poser aussi, donc n'hésitez pas à y répondre dans le chat, c'est combien d'entre vous, ou est-ce que vous avez pu tester au moins l'ensemble des 3 produits classiques de la Power Platform, donc c'est-à-dire Power BI, Power Apps et Power Automate, pour pas dire Flow. Pourquoi ça va être important pour votre métier? Parce que c'est des outils qui vont permettre justement au métier d'accéder à des capacités de développement informatique. Alors, développement entre guillemets, ils vont pouvoir avoir des outils de conception d'applications auxquels ils ne pouvaient pas accéder au préalable sans être vraiment développeurs. Donc ça, c'est toute la promesse de la Power Platform. Donc, premier outil, Power BI, logo jaune pour faire des rapports. Power Apps, logo violet pour faire des applications, des formulaires de saisie en ligne, des applications complètement qui fonctionnent à la fois en ligne et sur mobile. Et le troisième, c'est Power Automate, donc pour automatiser l'ensemble des tâches de la plateforme, à la fois la plateforme Office 365, mais aussi vers l'extérieur, puisqu'on peut récupérer des informations, par exemple, sur des systèmes aussi divers que Twitter, Salesforce ou autres. Power BI, Power Apps, Flow qui est devenu Power Automate. L'idée, donc la promesse, c'est bien de donner des moyens à tout le monde d'innover, de développer des apps connectées, puisque tout ça est un écosystème. Je pense qu'à un moment, Microsoft a peut-être pensé les choses séparément. Mais ce qui donne toute sa force à la Power Platform, c'est bien l'interaction entre ces 3 applis, même ces 4, puisqu'ils ont introduit depuis Ignite de cette année un quatrième copain dans la classe, qui est Power Virtual Agent, qui permet d'ajouter ou de définir des bots qu'on va pouvoir intégrer dans différentes applications ou différents systèmes d'Office 365. Voilà. Donc, pour finir cette partie introduction sur la Power Platform, moi, je résume la puissance ou qu'est-ce qui change fondamentalement avec ces outils-là, parce que des outils pour faire des rapports, des outils pour faire des saisies, de la saisie sur mobile ou sur web et de l'automatisation, il y en a eu d'autres et c'est pas forcément hyper nouveau. Ce qui est très nouveau et ce qui est complètement révolutionnaire quelque part, c'est en fait le fait qu'aujourd'hui, il faut penser que tout ça a pour origine les données. Donc on dit qu'on est dans un monde où les données, c'est le pétrole du 21e siècle et il faut bien des outils pour manipuler ces données, pour les traiter, pour en tirer des actions. Et on est vraiment dans cette réflexion-là avec la Power Platform. L'idée, c'est de partir des données qui sont générées par Office 365, par l'interaction des utilisateurs. Les utilisateurs qui travaillent dans Office 365 vont par exemple déposer des documents, ils vont poster des messages dans Teams, ils vont publier des fichiers, etc., créer des pages SharePoint. Toutes ces données et ces interactions avec les données vont, si on ne s'en sert pas, elles sont un peu perdues. Par contre, si on les utilise de manière appropriée, ça devient une source vraiment très puissante d'amélioration, d'efficacité dans l'entreprise, dans l'organisation. Donc, on peut représenter ça par ce petit schéma. À partir des données, on va dire de façon naturelle essayer de les analyser. Donc ça, c'est le rôle de Power BI. Ensuite, on va vouloir interagir avec ces données. Là, c'est le rôle plutôt de Power Apps. Et une fois qu'on a peut-être saisi des nouvelles données, etc., on verra dans la démonstration comment ça peut se matérialiser. Eh bien, si on automatise des choses, on va déclencher des traitements. Ça va être le rôle de Flow ou de Power Automate. Donc, c'est ce qu'on appelle la boucle des 3A. Et l'idée, c'est qu'on reboucle après sur les données de façon à rentrer dans un processus itératif où on va améliorer les données, améliorer les traitements, améliorer la façon peut-être dont on sert les clients, la façon dont on répond à des demandes externes ou internes, etc. Voilà, c'est exactement ce que dit James Phillips, qui est le Corporate Vice President en charge de la Power Platform chez Microsoft. C'est que le changement fondamental en fait qui a lieu en ce moment, on va dire, avec la Power Platform, c'est que les données viennent en premier. En fait, quand on conçoit des process métiers, des évolutions dans l'entreprise, il faut vraiment avoir en tête qu'il faut partir des données. Alors qu'avant, on aurait plutôt pensé que les données étaient un peu le résultat d'un certain nombre de choses.
Non, là, c'est vraiment, on part de la donnée et on va vers les actions et les automatisations. Qui dit données dans Power Platform, on va y venir, mais c'est déjà un point important à noter, c'est on va parler de connecteurs. Et la Power Platform est très riche en connecteurs. On va pouvoir se connecter vers des dizaines, des centaines de systèmes différents. Encore une fois, à l'intérieur de Office 365 et à l'extérieur. Voilà. Alors, après cette présentation de la Power Platform et des points vraiment qui me semblent vraiment les plus importants, je vais vous décrire un scénario métier typique. Vous le décrire et puis vous le montrer en démo. Donc, c'est un scénario où on va gérer des projets, plutôt des demandes de projets. On ne va pas faire la gestion de projet en tant que tel, mais on va imaginer un scénario où on a un demandeur dans l'organisation qui souhaite créer une demande de projet, il souhaite lancer un projet dans l'organisation. Ça peut être un projet au sens, je dirais, de déploiement de logiciels ou de matériel, achat de logiciels, de matériel, ou déploiement nouvelle version d'un service CRM, par exemple, des choses comme ça. Si on crée une demande de projet, on va vouloir lancer une demande d'approbation. Tout le monde ne peut pas, dans une organisation digne de ce nom, lancer un projet et puis voilà. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui valide cette demande. En général, ça va être le manager. Classiquement, hein, on peut avoir des scénarios évidemment plus compliqués, mais là c'est un scénario simple de démonstration. Qu'est-ce qu'il va faire ce manager? Il va essentiellement décider, alors peut-être en demandant des informations à la finance, à différents endroits de l'organisation, mais pour la simplicité du scénario, on va dire que c'est lui qui décide de lancer ou non le projet. Et quand la décision est prise, c'est probablement pas lui qui va gérer le projet directement, donc il va désigner ce qu'on appelle un chef de projet, très classiquement. Le chef de projet, lui, va avoir pour rôle de suivre le projet, de faire avancer un certain nombre de choses, en particulier les dates, de vérifier que les délais, les coûts sont respectés, etc. Donc, en termes je dirais, informatiques, ça va se traduire par une mise à jour des informations du projet. Et il vérifie donc essentiellement voilà, qu'il n'y a pas de dérapage sur les délais, sur les coûts, etc. Sur les ressources globalement allouées au projet. Donc, c'est à partir de rapports en fait liés au projet qu'on va pouvoir avoir des analyses et éventuellement monter des alertes s'il y a des valeurs qui dérapent. Et on va en rester là sur notre démonstration. Donc, comment je fais ça dans la vraie vie, on va dire. Le demandeur, comment il va poser sa demande? Tout simplement, classiquement, sur une liste SharePoint. Il va créer une demande de projet, ça va être une ligne dans une liste SharePoint. Cette création de liste va déclencher un workflow qui va être en fait la demande d'approbation qui va arriver à mon manager. Donc voilà, première partie de la démonstration. Je vais basculer évidemment sur ma liste SharePoint. Voilà, donc là, je pars d'un site SharePoint, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est un site associé à un Teams, un site de collaboration. Et j'ai une liste SharePoint assez classique aussi, qui contient en fait mes demandes de projet. Elles sont classées en 3 catégories. Les demandes qui ont été approuvées, donc une majorité de yes. Les demandes qui sont en cours d'approbation, donc qui ont été ni approuvées ni rejetées à ce moment-là, donc elles sont dans un état pending, et les demandes qui sont rejetées, elles sont dans un état évidemment non approuvé. Ce que je peux faire, donc c'est mon new. Donc là, je crée une demande d'information, enfin une demande de projet. Alors, ce qu'on voit ici apparaître, c'est une première intégration entre SharePoint et Power Apps, puisque c'est un formulaire SharePoint qui est modifié et customisé dans Power Apps. Donc là, je vais faire par exemple une demande d'achat de PC pour AOS Online. OS Online, toujours. Là, j'ai une catégorie de type de projet. Donc là, c'est plutôt de la type hardware acquisition.
Donc ça, c'est un des intérêts d'utiliser Power Apps de manière générale et en particulier sur des listes SharePoint, c'est qu'on peut définir par exemple des valeurs ici qui sont des listes de choix qui sont prédéfinies. Donc ça évite que mon utilisateur il aille taper ou saisir des choses qui ne seraient pas des valeurs qui seraient pas cohérentes. Même chose sur les dates, je peux lancer mon projet à une date donnée. Je peux avoir un date picker ici tout à fait classiquement. Je peux aussi estimer à ce stade le nombre de jours qu'il faudra ou pas. Je peux mettre un 0 par exemple si j'ai aucune idée de l'estimation. Autre intérêt d'utiliser Power Apps, c'est que je peux bloquer certains champs. Donc là, par exemple, j'ai pas envie que quelqu'un fasse une demande au nom de quelqu'un d'autre. Bon, fonctionnellement, ça pourrait avoir du sens dans certains scénarios, mais dans ce scénario précis, je ne le veux pas. Donc là, je masque ce champ, il est juste visible, mais l'utilisateur ne peut pas le modifier. Même chose sur l'état de la demande, elle est en état approuvé, mais je ne peux pas la modifier directement. Voilà, je fais Save. Alors, ce qui se passe ici, c'est que en fait, ma demande va venir apparaître, ça va créer un item dans la liste des demandes. Et ici, je vois que j'ai ma demande qui est dans un état pending, donc elle a bien été enregistrée. J'ai toutes les informations, éventuellement, l'avantage, c'est que je peux aller les modifier. Je peux vérifier voilà, son état, est-ce que j'ai saisi. Je peux aussi faire une vue éventuellement. Je pourrais faire une vue spécifique. Là, j'ai gardé la vue globale de toutes les demandes, mais je pourrais faire une spécifique sur l'utilisateur à un instant donné qui a fait la demande. Je pourrais faire qu'il ne voit que ses propres demandes. Mon utilisateur manager, lui, va recevoir une notification. Alors, il faut que je lance sa fenêtre, ce que je n'ai pas encore fait, donc je vais le faire très vite. Donc, je vais lancer, là, pour le besoin de la démo, une deuxième fenêtre de connexion. Voilà. Donc là, j'ai ma fenêtre de connexion. Je dois recevoir un petit code que je tape, pas de souci. De toute manière, c'est du MFA, donc je suis un petit peu protégé. C'est pas comme si je tapais mon mot de passe. Et voilà. Donc là, je suis sur l'environnement de mon manager, l'utilisateur test bien connu. Ce qu'on peut aller voir déjà, c'est que normalement, dans son Outlook, classiquement, il va recevoir, alors il a plein de messages. On lui a fait une petite boîte spéciale pour Flow, pour les messages qu'il reçoit de Flow, puisqu'en fait, là, il y a un flow qui s'est déclenché par derrière et qui a généré en fait une demande de ce type-là. Donc c'est une demande d'approbation qui dit à mon manager que quelqu'un a demandé un achat de PC, enfin a lancé un projet, une demande de projet. Le manager à ce moment-là peut accepter ou rejeter la demande directement de sa messagerie. Alors c'est, on va dire, ce qui se faisait classiquement. Aujourd'hui, on va voir que c'est peut-être pas l'idéal parce qu'on est dans un monde où on cherche quand même à réduire énormément les emails. Donc, on va voir au fil du scénario qu'on peut avoir ce genre de message directement, par exemple, dans un Teams. Ou, autre exemple, on peut avoir directement ce type de message dans Power Automate. Donc, Power Automate, en fait, a un espace pour gérer les approbations. Donc, si vous allez sur Flow, Power Automate, vous pouvez voir ici que j'ai un espace qui en anglais s'appelle Action Item, donc les actions à faire en fait. Et ici, je retrouve toutes mes demandes d'approbation reçues. Avec, voilà. Donc là, on voit que j'ai reçu en fait une demande d'achat de PC pour AOS Online.
il y a 3 minutes, que ça a été envoyé par Patrick Guimonet, etc. Et là, mon manager pourrait éventuellement partir d'ici également, valider ou approuver la demande. On voit ici qu'il a une option supplémentaire en fait que dans de l'autre côté. Il peut aussi la réassigner à quelqu'un d'autre si c'est nécessaire. Bon, là, on va juste l'approuver. Ce que je veux vous montrer, c'est que avant de l'approuver, je vais vous montrer un petit détail. C'est qu'il existe, donc les demandes d'approbation, elles sont sur une liste, mais il y a une deuxième liste qui va me permettre de sauvegarder les informations liées au détail d'un projet. Et ça s'appelle Project Details, comme son nom l'indique. À ce stade, j'ai pas d'informations sur mon projet de détail. Il y a quelqu'un qui pourrait mettre son micro en mute, ça serait sympa, pour qu'on n'entende pas le retour. Voilà, merci. Donc, tant que je n'ai pas approuvé mon projet, je n'ai pas d'informations de détail dans cette liste, dans cette deuxième liste. Donc là, j'approuve mon projet. Je peux mettre un commentaire. OK pour l'achat des PC. Je confirme et c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, la demande est approuvée. L'initiateur de la demande peut aussi recevoir un email ou un message quelque part dans Teams, par exemple. Évidemment, c'est plus sympa. À mes slides pour expliquer la suite du process. Donc, la suite du process, une fois qu'on l'a accepté, ça va être pour le manager dans cet exemple, c'est le manager qui va affecter le chef de projet. Donc, pour ça, il va se saisir de l'information. Donc, il va utiliser Power Apps. Et le chef de projet, de la même façon, va se saisir de l'information potentiellement sur les projets. Et donc, il utilisera Power Apps aussi. Donc, on aura deux utilisations distinctes de Power Apps pour ces deux besoins précis. Désigner le chef de projet et mettre à jour les détails du projet. Donc, voilà la deuxième partie autour de Power Apps. Donc, si je vous montre maintenant, en fait, ma liste des project details. Alors déjà, je vais revenir, on va pas aller trop vite pour que ça soit bien compréhensible. Si je retourne sur ma liste des projets, je vais voir que ma dernière demande, là, elle a été approuvée. Donc, elle est passée du statut pending au statut approved. Et par contre, là, j'ai pas d'informations de détail à ce niveau-là dans cette liste. Donc, les informations de détail, je les trouve dans la deuxième liste project details. Par contre, à ce moment-là précis, ma deuxième demande, elle est dans un statut unassigned. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chefs de projet qui ont été assignés. Donc, le projet a été accepté. Donc, je sais que je vais avoir besoin de stocker quelque part des informations de détail, mais je ne sais pas encore quelles vont être ces informations. Donc, pour ça, j'ai une application que je peux accéder directement de mon site SharePoint comme sous forme d'un lien. Donc, ça, c'est un des avantages de Power Apps. Je pourrais y accéder aussi, évidemment, à partir de mon mobile ou à partir de Teams. On verra ça tout à l'heure. Donc, là, c'est une appli Power Apps au format vraiment mobile. Mais ça s'affiche très bien et ça fonctionne très bien dans un navigateur. Vous pouvez évidemment la faire dans un mode un peu plus paysage pour que ça soit plus sympa, on va dire, dans un mode navigateur. Là, je suis sur mon manager qui doit décider qui doit affecter un chef de projet. Donc, par exemple, là, c'est notre dernière demande, achat de PC Online. On va dire qu'on affecte Julia White sur ce projet. Et voilà. Donc ça, c'est une application ultra simple qu'on peut faire avec du Power Apps. C'est vraiment simplissime. Et j'aime bien dire que voilà, même un manager arrive à s'en servir. Donc c'est bien la preuve que c'est très simple. Un autre exemple, une fois que donc là, je peux juste aller vous montrer que par derrière, en fait, la liste a bien été mise à jour. Donc si je fais un petit refresh là, on voit que maintenant, notre liste, notre demande de projet, elle a été mise à jour. Il faut juste que je la retrouve. Voilà, c'est la dernière, classiquement.
Donc, elle est bien dans un statut not started, mais du coup, elle est plus unassigned, elle est dans un statut où on a affecté le chef de projet Julia White. Le statut not started parce que voilà, le chef de projet n'a pas encore pris en main son projet, donc il n'a pas notamment renseigné la date la plus importante, c'est la date de début du projet. Donc là, on imagine, on fait sur la même application, on pourrait imaginer deux applications complètement distinctes, l'une pour le manager, l'une pour le chef de projet. Ça serait aller au-delà d'une simple démo, évidemment. Là, sur la même application, on va pouvoir mettre à jour les informations de détail du projet. Donc là, par exemple, j'ai achat de PC pour AOS Online, ça va être celui-là. Et on peut imaginer qu'à partir de là, ce type d'application, donc là, autant la première partie Power Apps, c'était vraiment un bouton, une zone, c'était vraiment une application, j'ai un minimaliste en Power Apps. Autant là, c'est volontairement l'illustration d'un formulaire classique Power Apps, c'est-à-dire qui est autogénéré à partir en fait des champs. Dans Power Apps, il y a beaucoup d'assistants qui permettent de générer automatiquement en fait à partir des champs de ma liste SharePoint, ce type de formulaire de saisie qui a le mérite d'être tout fait en fait quasiment instantanément par Power Apps. Donc là, je pourrais par exemple saisir des informations sur quand va commencer mon projet. Donc il ne va pas commencer le 30 ni le 31, il va commencer plutôt le 1er avril. C'est toujours une date que j'apprécie pour lancer un projet, le 1er avril. On ne sait jamais si c'est une farce ou quoi. Et puis le manager là peut mettre à jour aussi la date de fin présumée, donc ça va peut-être pas être le 9, ça va être le 10, etc. Voilà, donc ça c'est le genre de fonctionnement que permet une appli Power Apps très simplement. L'idée c'est pas de rentrer trop dans les détails, mais plutôt de vous montrer l'enchaînement de tout ça. Power Apps, on l'a vu. Donc la troisième partie, c'est là où va intervenir des rapports. Une fois qu'on a déroulé ce type de process, on a évidemment plein d'infos qui ont été collectées depuis la création du processus jusqu'à les dates, etc. Dates estimées, les dates à laquelle on a affecté le manager, le chef de projet, etc. Et donc on va pouvoir faire un bon rapport Power BI à partir de toutes ces données. Alors, quand je dis un rapport, c'est N rapports en fait, il y en a plusieurs. Et du coup, ce rapport, il va nous permettre de faire un suivi en temps réel. Donc ça, c'est souvent le rôle des tableaux de bord, mais aussi il va nous permettre de suivre des indicateurs clés. Et pour ça, le gros intérêt de Power Apps, c'est qu'on va pouvoir définir sur ces indicateurs clés des alertes. Ces alertes qu'on va pouvoir remonter, par exemple, dans Teams ou par mail, évidemment, toujours, mais dans Teams, ça va être l'exemple qu'on va montrer. Donc, analyser les alertes projet et les retrouver dans Teams. Alors, ça, on verra après. Donc, si je rebascule sur la démo, je retourne sur mon site SharePoint. Je peux aussi avoir directement dans mon site SharePoint un lien vers une page qui serait des rapports en fait de suivi de mon processus en l'occurrence, qui là, c'est tout simplement l'intégration dans une page SharePoint moderne de la web part Power BI. Donc, c'est un tableau de bord Power BI que j'intègre dans SharePoint. L'intérêt de ça, c'est évidemment que les utilisateurs n'ont pas à se compliquer la vie, je dirais, c'est une page parmi dans leur application, etc. Ils ont toute l'interactivité de Power BI qui est accessible directement en cliquant sur les différents éléments. On peut analyser le comportement des différents ensembles. Et on retrouve ici, par exemple, le chiffre 69, qui est un indicateur clé de succès, disons, qui est ici et un peu en rouge parce qu'en fait, c'est le délai maximum pendant lequel un projet a été demandé, mais n'a pas été pending, donc c'est-à-dire n'a pas de chef de projet qui lui a été attribué. Donc ça peut être un indicateur quand même qu'il y a un problème. Si un projet est, entre guillemets, accepté, mais qu'il n'y a pas de chef de projet, c'est peut-être qu'on a un problème. Alors, dans la web part Power BI, on n'a pas forcément le moyen d'aller plus loin. Mais par contre, si on va ouvrir le rapport directement dans Power BI, ce que je fais là par ce lien, alors il faut que je me signe, que je me connecte.
Et là, j'arrive dans l'environnement Power BI, c'est exactement le même rapport. La seule différence, c'est que j'ai un peu plus d'interactions possibles, et notamment ici, j'ai les alertes qui viennent s'afficher. Parce que ici, j'ai défini en fait que ce nombre, le fameux 69, quand il dépassait une valeur que j'ai mis ici, par exemple à 20, eh ben, c'est que j'avais un vrai problème. Et quand j'ai un problème, il faut bien que quelqu'un soit alerté. On ne peut pas espérer que les gens aillent regarder tous les jours si la valeur ne dépasse pas le seuil fatidique. Donc cette alerte, ça peut générer des emails, encore une fois, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, à l'aide de Power Automate, les récupérer et directement les injecter dans un Teams. Donc là, je vais basculer dans Teams. Alors c'est toujours un exercice délicat quand on est en train de faire une présentation, mais il n'y a pas de souci. On va aller dans Teams. Voilà. Teams, ici, j'ai un groupe, enfin une équipe Teams avec 3 canaux que j'ai volontairement utilisé pour en fait intégrer mon process. Alors ça, c'est une utilisation que moi je promeus beaucoup parce que je trouve que c'est très intéressant de Teams, c'est de centraliser tout un processus métier, par exemple, à l'aide de différents canaux dans une équipe. Donc là, en l'occurrence, mes alertes que je vous ai montrées dans Power BI, elles vont arriver ici sous forme d'un message dans Teams. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'avoir un historique. Je peux retourner à une alerte qui aurait été... Bon, là, je génère une alerte tous les jours, donc il y en a un peu beaucoup, mais je pourrais revenir à une alerte qui a été générée sur un événement précédent, un incident précédent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à tout moment, je peux évidemment utiliser les fonctionnalités de Teams pour dire, par exemple, test, peux-tu aller voir ce qui se passe? Donc ça, c'est tout l'intérêt d'intégrer ça dans Teams. Ça évite que les gens soient plombés avec des emails, etc., etc. Teams, du coup, on se dit, on peut peut-être l'utiliser à plus que ça. En fait, l'ensemble du process, on peut l'intégrer complètement dans Teams. Donc là, je vous l'ai montré essentiellement dans SharePoint. On pourrait faire exactement la même démo de A à Z. Je ne vais pas le refaire, je vous rassure, dans Teams. Par exemple, ici, j'ai toutes les étapes de mon process qui sont en haut sous forme d'onglets. Donc, premièrement, ma liste de requêtes. Deuxièmement, ma liste de détails. Donc, je peux même directement dans Teams là, faire ma saisie d'une nouvelle requête. On peut afficher le formulaire Power Apps. Donc là, c'est un formulaire Power Apps pour une liste SharePoint qui s'affiche dans du Teams. Je peux afficher mon application Power Apps également complètement de manière autonome dans Teams. Je n'ai même pas besoin de sortir dans une autre fenêtre, etc. C'est directement dans l'environnement Teams. Et c'est là où la notion de Teams comme hub du travail collaboratif prend tout son sens, c'est qu'on arrive à intégrer complètement de A à Z le process. Et là, même idée, j'intègre directement mon rapport Power BI dans Teams. Pas la peine de sortir de Teams. Enfin, j'ai toutes les fonctionnalités directement accessibles à ce niveau-là. Dernier exemple d'intégration entre, là, c'est ma page SharePoint avec Power BI que j'intègre dans mon Teams. Donc, tous ces exemples nous permettent d'intégrer vraiment proprement le processus dans Teams ou dans SharePoint si on le souhaite. Il n'y a pas de religion là-dessus. Chaque entreprise est plus ou moins mature pour le mettre dans Teams ou dans SharePoint ou d'envoyer une partie par email, etc. Le dernier élément qui manquait jusqu'à récemment, c'était la possibilité d'envoyer des demandes d'approbation dans Teams. Eh bien, maintenant, c'est possible. Là, j'ai créé volontairement un canal approbation spécifique pour ça. Et là, en fait, je vois qu'aujourd'hui, donc today, les 2 dernières demandes d'approbation ont été générées directement dans Teams. En fait, dans ma démo, j'ai deux flows en parallèle, l'un qui génère des approbations par email et l'autre qui génère une approbation directement dans Teams. Donc là, en fait, on voit que je peux approuver directement ou rejeter ma requête reçue dans Teams. Ce qui est intéressant, c'est que dans Teams, c'est pas forcément le destinataire qui va cliquer sur l'approbation. Donc là, je suis Patrick Guimonet, donc c'est moi qui ai fait les demandes. Ça serait quand même embêtant si je pouvais approuver ma propre demande. Et en fait, si j'essaye de le faire,
Donc là, si je mets OK, il va me dire, normalement, il va me dire un message, cette requête n'est pas assignée à vous. Donc en fait, là, j'ai essayé de m'auto-approuver, mais le système est suffisamment intelligent pour détecter que cette requête, bien qu'elle soit dans un Teams accessible à différentes personnes, il n'y a que, dans l'exemple en question, il n'y a que mon manager qui peut l'approuver. Donc, si quelqu'un d'autre essaye de l'approuver, voilà ce qui se passe. Après, ça peut être aussi intéressant d'avoir plusieurs personnes qui peuvent approuver dans un Teams, puisque ça permet à ce moment-là au premier qui est disponible, par exemple celui qui n'est pas en vacances, d'approuver la requête. Voilà, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce scénario-là, si vous voulez le refaire vivre un peu chez vous et le tester, je dirais, un peu plus en profondeur, vous avez en fait tout ce qu'il faut repris sur ce site Microsoft qui décrit comment constituer les deux listes, comment paramétrer l'application Power Apps, les flows, etc. Donc, vous avez tous les éléments pour reconstruire quasiment tout ça à l'identique, sachant que j'ai un petit peu amélioré des choses, mais le basique, vous l'avez dans l'exemple. Donc, en résumé, comment on peut retenir, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? L'intégration de SharePoint avec la Power Platform avec SharePoint, quelles sont les options disponibles? Premièrement, personnaliser les formulaires SharePoint. On a un objet qui s'appelle l'intégration SharePoint qui me donne accès à des événements Power Apps spécifiques. On a une liste SharePoint, ça peut servir de source de données très simplement pour construire une application Power Apps. C'est même la façon la plus, on va dire, la plus simple et la plus naturelle de construire une application Power Apps. Après, vous pouvez prendre des données Power Apps dans plein d'autres sources de données. Vous pouvez évidemment intégrer SharePoint et la Power Platform via tout ce qui est workflow, donc d'automation. Le principal, on l'a vu, c'est un workflow d'approbation, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, des dizaines, des centaines de types de workflow qu'on peut plugger sur du SharePoint. Vous avez des web parts SharePoint, donc on a vu une web part, par exemple Power BI dans du SharePoint. On aurait pu mettre aussi l'application Power Apps comme une web part dans une page SharePoint. Il faut noter qu'il n'y a pas de web part Flow, parce que Flow, c'est plutôt un outil de back-end, donc il n'y a pas vraiment d'interface à montrer sur un site SharePoint, donc il n'y a pas de web part Flow, enfin Power Automate. L'intégration de SharePoint avec Power BI, elle est naturelle, puisque SharePoint peut servir de source de données Power BI. En fait, il y a trois types de sources de données SharePoint dans Power BI. Les dossiers SharePoint, donc ça c'est intéressant pour les scénarios dans lesquels vous voulez mettre un ensemble de fichiers à disposition pour faire des rapports. Donc typiquement, on génère à la compta un fichier par mois. Eh bien, on va les mettre tous les fichiers mensuels au même endroit dans un dossier SharePoint. Et chaque fois qu'on va régénérer le rapport, le rapport Power BI, il va aller prendre l'ensemble des fichiers présents dans ce dossier. On peut évidemment, c'était ce qu'on a mis en démo, on peut avoir une liste SharePoint Online qui sert de source pour du Power BI, c'est exactement ce qu'on a vu dans la démo. Et dernier type de source de données, c'est une liste SharePoint on-premise, donc pas online mais on-premise. Ça marche très bien aussi si vous avez des sources de données on-premise sous forme de liste SharePoint. Le seul petit point à traiter dans ce cas-là, c'est qu'il faut mettre en place ce qui s'appelle une gateway, data gateway, qui peut servir à faire des échanges en fait entre des données qui seraient on-premise sur votre système d'information non cloud, avec les outils Power Apps, Flow et Power BI qui sont des outils cloud. Donc ça marche très bien techniquement. Le seul petit bémol là-dessus, c'est qu'il faut des licences adaptées. Donc ça peut coûter un petit peu cher ou beaucoup cher, ça dépend d'un peu de ce qu'on veut faire. Pourquoi utiliser SharePoint? C'est le service naturel où on va stocker de l'information dans Office 365, à la fois sous forme de liste ou sous forme de documents. C'est l'espace de stockage naturel dans Office 365. Alors quand je dis SharePoint, c'est SharePoint, comprendre SharePoint au sens large, c'est SharePoint et OneDrive, mais plutôt SharePoint sur des scénarios évidemment où on va partager du contenu, de l'information dans un groupe de travail ou à l'échelle de l'entreprise. On réservera OneDrive vraiment pour certains scénarios personnels. Les fonctionnalités clés, vous les connaissez probablement, mais ça vaut le coup quand même de se
de se les répéter. Il y a un historique de version, il y a un accès mobile naturel, il y a la synchronisation avec des accès offline, le co-authoring qui est possible à partir du moment où les données sont dans le cloud. L'external sharing, donc c'est que je peux partager aussi vers l'extérieur de mon environnement certains espaces SharePoint si l'envie, enfin si ça a du sens. Je peux faire du drag and drop, etc. Ça, c'est le détail de mon workflow d'approbation que j'ai utilisé. La vision macroscopique, en fait, quand je reçois un item SharePoint, je commence un workflow d'approbation. Si la réponse est OK, je vais créer mon élément dans ma liste à gauche, le flux à gauche, je vais créer mon élément dans ma liste en fait de détails. Et je mets à jour, donc j'ai deux éléments SharePoint dans le bloc Yes. Le premier, c'est mise à jour de la liste principale des projets, des demandes de projet pour indiquer que le projet a été accepté. Et deuxièmement, je crée un item dans la liste des project details. Donc ça, c'est le fonctionnement par mail. En fait, quand je fais Start Approval, c'est une action flow. Automatiquement, il m'envoie un email. Ce qui est plus intéressant, c'est de le faire dans Teams et je vais le décrire dans 2 minutes après avoir résumé donc, les possibilités d'intégration de Power Platform avec Teams. Donc Power Platform, Power Apps dans Teams, on peut l'intégrer comme un onglet, on l'a vu, ou comme une app. Comme une app, en fait, ça va se faire ici. C'est qu'on va avoir dans les 3 petits points de Teams notre application qui va apparaître comme une application supplémentaire. On peut avoir une intégration Power BI dans Teams, on l'a vu, comme un onglet. Il faut noter qu'ils ont enrichi l'intégration possible en fait de Power BI dans Teams très récemment. Et l'intégration de Flow avec Teams, elle peut se passer, on l'a vu dans le scénario sous forme de messages d'alerte, d'adaptative cards. Donc on va générer dans Flow des adaptative cards qui vont être publiés dans des canaux Teams. On a un bot Flow qui permet de donner. Oula. Il y a quelqu'un qui pourrait couper son micro là. Il y a du bruit qui arrive. Voilà, merci. On a un bot flow qui permet de donner la liste des flows, d'exécuter des flows directement à partir de Teams. Et on a vu l'intégration entre Power BI et Teams sous forme d'alerte qu'on récupère. Voilà, ça c'est l'exemple du flow qui génère non pas des emails, mais des adaptative cards directement postés dans Teams. En fait, la différence principale, elle est au niveau de la deuxième étape, qui n'est plus je crée une approval, enfin, n'est plus je démarre une approval, mais au contraire, je crée une approval. Et une approval, c'est une demande d'approbation, hein, au sens workflow d'approbation. Et je vais la récupérer sous forme d'une adaptative card que je vais poster dans Teams. Sinon, le reste du schéma reste identique. On a vu évidemment la connexion avec SharePoint, mais il y a bien d'autres sources de données possibles pour Power Apps. En particulier, il faut noter que il y a fondamentalement à connaître 2 types de sources de données, les données premium et les sources de données normales. Ce qu'il faut savoir, c'est que Flow, Power Apps, Azure Logic Apps ont les mêmes connecteurs. Par contre, Power BI a ses propres connecteurs de données. Vous pouvez, si vous avez besoin d'une source de données très spécifique qui n'aurait pas de connecteur, vous avez une API pour développer vos propres connecteurs éventuellement. Ce qui est important de noter, c'est que les connecteurs premium, évidemment, nécessitent une licence adaptée. Donc, en fait, essentiellement, les sources de données qui sont dans Office 365 sont incluses de base. On va le voir dans la partie licensing. Les sources de données premium, ça va être soit des bases de données comme SQL Server, qui est une source de données premium, soit des données qui sont dans Azure, soit des données externes à Office 365 également. Pour résumer un peu la philosophie de cette session et de l'évolution aujourd'hui de la plateforme, il y avait ce schéma que j'adore, que je trouve qui résume bien la situation. Il y a quelques années maintenant, SharePoint, c'était le grand garçon et il avait des petites aides, des petits assistants comme Infopass, comme SharePoint Designer. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse.
SharePoint a un peu vieilli, c'est un peu voûté peut-être, mais du coup, il a des super ninjas pour l'aider dans son travail et ça va être la Power Platform et Teams. Et ça résume bien la philosophie un petit peu qui a changé entre ces deux époques. Alors, pour finir, là, j'ai presque fini et je passe la parole à Javan. Pour finir, comment aller plus loin? Premièrement, il faut absolument maîtriser un minimum, comprendre un minimum la partie licensing. Donc, il y a un guide de licensing qui est assez détaillé. Alors, c'est bien que ça soit détaillé, mais c'est dommage parce qu'on se dit que ça pourrait être quand même beaucoup plus simple. Mais bon, ça, c'est l'histoire éternelle. En résumé, pour pas y passer trop de temps, il faut retenir que vous avez des licences Office 365, vous pouvez accéder au type de démonstration que je viens de faire. Donc, c'est ajouter des applications Power Apps standard, utiliser des connecteurs standards et exécuter un certain nombre de flows. Il y a une limite de 2000 en fait appels à l'API par jour. Donc, si vous avez besoin d'un flow qui s'exécute toutes les minutes, ça va pas le faire. Il faudra prendre une licence additionnelle. Avec Dynamics, si vous avez des licences Dynamics, c'est beaucoup plus simple puisque vous avez accès à peu près tout. Les licences Dynamics, par contre, sont un peu plus chères que les licences Office 365 classiques. Évidemment, entre les deux, vous pouvez glisser deux types d'applications, enfin de licences Power Apps. Il y a les applications Power Apps par ce qu'ils appellent per app plan et per user. Donc, soit vous avez une application que vous voulez donner à un utilisateur en particulier, eh bien, vous pouvez lui prendre une licence per app, par exemple, s'il a besoin d'accéder à une base de données. Tous les utilisateurs qui accèdent à cette application auront besoin de cette licence. Ou alors, si vous avez besoin de beaucoup d'applications, eh bien, vous pouvez utiliser le Power Apps per user plan. Vous avez sur le slide suivant des indications de prix. Le premier cas, si vous voulez une application unique donc en français, exécuter des applications uniques en anglais Power Apps per app plan, c'est 8,40 €. Sinon, c'est 33,70 €. C'est le prix. Même logique similaire, on va dire, sur Flow. Il y a des licences par utilisateur ou par flux. Les ressources sont assez connues en général, mais elles sont très, très riches et très bien faites pour l'essentiel. Vous avez docs.microsoft.com pour tout ce qui est documentation. La roadmap qui est en deux parties. Vous avez la roadmap Power Platform et les release notes qui sont chaque vague en fait de nouvelles fonctionnalités sont annoncées sur une période de 6 mois. Et donc là, on est dans la 2019 release Wave 2. Qui va jusqu'à mars 2020. Donc, ils vont bientôt annoncer une nouvelle vague d'innovation. Et je vous recommande aussi la plateforme Learn, qui a pas mal de sessions plutôt de type MOOC, d'introduction à Power Apps, à Power Platform en général. J'ai publié quelques articles sympathiques, en tout cas qui ont été bien reçus sur ces sujets-là. Donc, il y en a un qui était comment utiliser en fait Power BI pour analyser la roadmap Office 365, Microsoft 365. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le remettre à jour très récemment, mais le principe est expliqué dans l'article. Power Apps à l'heure des choix, c'est quand vous commencez, donc c'est vraiment une initiation à Power Apps. Quand vous commencez à Power Apps, il y a plein de choix possibles. Mieux comprendre les différents choix, je pense que c'est important à la fois pour les gens qui se lancent dessus et les architectes. Et j'avais fait donc juste après Ignite, donc peut-être en octobre-novembre, c'était en novembre plutôt, ouais, un article qui résumait toutes les innovations qui avaient été annoncées, les mises à jour en un article de toutes les nouveautés de Ignite. Administrer la Power Platform en entreprise, ça nécessite quand même un peu de réflexion. Donc il y a une notion d'environnement notamment qu'il faut bien prendre en compte. Vous pouvez avoir une logique d'environnement de développement, de test et de prod. Il y a un super livre blanc qui est indiqué là, qui parle un peu de ces sujets-là. Et voilà, donc on arrive à la fin. Je vais évidemment prendre des questions dans le chat s'il y en a. Ce que je veux dire pour finir comme message, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc si vous voulez créer des apps, faut vous y mettre. Il faut commencer par une petite app et puis une app un peu plus importante. Pareil pour Power BI, vous commencez par un petit rapport, un truc tout simple, et puis petit à petit,
C'est comme ça que vous arriverez à devenir plus efficace et plus à l'aise en fait dans ces différents outils. Par contre, j'adore cette citation pour finir. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est pas en noyant qu'on apprend à se nager. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des ressources chez Microsoft ou n'importe où sur le net. Il y a énormément de ressources autour de la Power Platform. Si vous rencontrez un problème, il est très probable que quelqu'un l'ait déjà rencontré avant vous. Donc ça, c'est l'intérêt d'avoir une plateforme très très largement répandue. Et il y a encore une fois plein d'exemples, plein de tutos, plein d'explications un peu partout. Dernier slide. Ce qui compte autour de la Power Platform, c'est bien de comprendre qu'on est sur une plateforme low code, no code. Mais si on veut accéder à des fonctionnalités avancées comme Cognitive Services, donc pour des fonctionnalités autour de l'intelligence artificielle ou des fonctionnalités autour des entrepôts de données SQL, Data Warehouse par exemple, Azure Data Lake, des choses comme ça, il faut vraiment faire appel à un professionnel, pro développeur ou pro BI, etc. Voilà. Merci à tous de votre attention et je vais juste couper l'enregistrement à ce stade. Non, c'est pas ça. Voilà. Et voilà.